Donc, la première chose que je voudrais vous parler, c'est des microbes. Les microbes, c'est un monde très très vaste. Avant, c'était très connoté bactéries, hein, mais maintenant, c'est autre chose. Les microbes, c'est l'ancien vocabulaire de microbiodiversité. Maintenant, on considère que c'est les bactéries, là, les archées, qui, avec les bactéries, constituent un ensemble cohérent qu'on appelle les prokaryotes. Pro qui veut dire avant, karyote qui veut dire noyau. Ça veut dire que dans l'évolution, à un moment donné, hein, on a pensé que les prokaryotes, c'était tous les organismes vivants, micro-organismes, qui, dans l'évolution, étaient apparus sur Terre avant quoi? Avant les eucaryotes, c'est-à-dire ça veut dire vrai, karyote, ça veut dire noyau, ça veut dire c'est avant, les prokaryotes étaient venus avant les organismes qui avaient un noyau. On aurait pu dire également que les eucaryotes, c'était des organismes qui étaient venus après les premiers organismes, hein. Donc les prokaryotes, c'est les bactéries et les archées. Les archées, ça ressemble à des bactéries, mais ce n'est pas des bactéries. Les archées vivent surtout dans des conditions extrêmes, mais pas que. Maintenant qu'on a les moyens de séquencer, de faire des amplifications par PCR, de faire du séquençage, on sait que les archées ne sont pas uniquement dans les conditions extrêmes, on les trouve également dans le sol. Voilà. Donc, microbes, c'est bactéries plus archées parmi les, qui composent les prokaryotes. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, on a les eucaryotes, tous les êtres cellulaires qui contiennent dans leurs cellules un noyau dans lequel il y a le génome nucléaire. Eh bien, on a des unicellulaires, les protistes qui sont composés des protozoaires et des microalgues. Ensuite, on a les champignons microscopiques, les animaux microscopiques, les nématodes et les tardigrades. Voilà. Donc, d'un côté, on a un grand ensemble, ce sont les unicellulaires, les bactéries, les archées, les protistes, et puis de l'autre côté, on a les pluricellulaires. Alors, ce soir, je vais parler de deux choses. Je vais parler des unicellulaires, en particulier des bactéries, et je vais parler également, mais un peu moins, hein, quand même, de pluricellulaires, les tardigrades. J'ai quand même besoin maintenant de vous dire ce que je fais au muséum. Je suis enseignant-chercheur, et au muséum, les anciens chercheurs ont 5 missions. Ils ont la recherche, l'enseignement, la diffusion des connaissances vers tous les publics, c'est ce que je fais ce soir, l'expertise et les collections. Mais il faut quand même que je parle de la mission fondamentale, celle qu'on nous demande en premier, c'est la recherche. Et dans la recherche, j'ai 2 sujets. Le premier sujet, c'est ce que je fais dans le CESCO. CESCO, c'est une unité mixte de recherche qui a 3 tutelles, le Muséum, Sorbonne Université et le CNRS. Et dans le CESCO, qui veut dire Centre d'écologie et des sciences de la conservation, je fais partie d'une équipe d'écologie urbaine. Et je travaille sur les toits végétalisés. Pourquoi sur les toits végétalisés? Mais parce que nous, au CESCO, un des objectifs du CESCO, c'est de faire rentrer de la biodiversité dans les villes denses, en particulier Paris. Mais on ne veut pas faire entrer des espèces. On veut créer des néo-écosystèmes. On veut créer des néo-écosystèmes pour qu'ils rendent des services. Et le premier service qui est attendu dans une ville comme Paris, c'est de lutter contre les îlots de chaleur.
Le deuxième service écosystémique, c'est de permettre la régulation des ruissellements. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et, et également, pourquoi sur les toits? Parce qu'il y a une surface énorme en terrasse et en toit à faible pente. Et donc, dans Paris ou dans une grande ville, on a intérêt à utiliser ces surfaces pour compenser tout ce que le béton a pris à emprunter au sol. Et le problème, c'est que quand vous êtes sur un toit, moi, mon toit sur lequel je travaille, il est en face de mon bureau. J'ai une empreinte carbone nulle. Je vais sur le terrain, j'ai juste à traverser une allée. Je monte 16 mètres, je monte au 4e étage et je travaille sur mon toit. Mais que ce soit à 16 mètres ou que ce soit à 30 mètres de hauteur ou plus, le problème pour les plantes, parce que quand vous voulez créer un écosystème, il faut commencer par les plantes. C'est les plantes, et ensuite, avec les plantes vont créer un habitat dans lequel les animaux, les micro-organismes vont se développer. Donc, il faut commencer par les plantes. Sauf que sur les toits, les conditions abiotiques sont tellement contraignantes pour les plantes, en particulier pour les herbacées. Il y a des amplitudes thermiques, des amplitudes surtout hydriques très importantes, et il y a très très peu de matière organique. Et donc, il faut les aider. Et moi, mon projet de recherche, c'est essayer de comprendre comment on peut aider des herbacées à s'installer, à se maintenir sur des toits végétalisés pour créer des néo-écosystèmes. Et mon modèle, c'est un micro-organisme, c'est un champignon microscopique. Un champignon microscopique qui va s'installer dans la racine, ou dans les racines, créer un organe nouveau qui n'existait pas chez la plante, pas chez le champignon, qu'on appelle une mycorhize, myco-champignon rhize racine. Et le champignon va avoir une partie extra-racinaire et une partie intra-racinaire. Et le champignon va aller chercher très très loin de la racine, très très loin de la plante, de l'eau. Et ça mesure, le diamètre d'un nif de champignon, ça mesure 50 microns, 0,05 mm. Donc c'est de l'eau que la plante ne peut pas prendre, ne peut pas prélever. Mais le champignon, oui. Donc, quand il y a très peu d'eau, j'y pensais tout à l'heure quand Marc Dufumier était en train de parler de l'eau, les plantes, associées à des champignons, peuvent rester dans des conditions sèches et résister uniquement grâce aux champignons. Le champignon va chercher de l'eau. Évidemment, l'eau a un contenu, et le contenu peut être des phosphates, peut être de l'azote, peut être des oligoéléments, en particulier le fer. Même si les continents sont très riches en fer, les plantes ont besoin de fer pour faire la photosynthèse. Et donc, le champignon va prélever tout un ensemble de choses et les mettre à disposition de la plante. Et la plante, en échange, va donner des molécules carbonées issues de la photosynthèse. Ce sont des sucres et des lipides. Voilà, donc ça, c'est une symbiose. Et c'est comme ça que j'espère permettre, en développant cette symbiose sur les toits végétalisés, permettre aux plantes de s'installer et surtout de se maintenir pour ensuite se développer un habitat qui deviendra donc un écosystème, même si un néo-écosystème, c'est-à-dire un écosystème artificiel, ne sera jamais un écosystème naturel. Il va se comporter comme un écosystème naturel, mais il ne sera jamais un écosystème naturel. Pourquoi? Parce que dessous, ce n'est pas un sol, c'est du substrat. Pourquoi ce n'est pas un sol? Parce que lorsque, en dessous de la couche de meubles, il y a la roche. Et en dessous du substrat sur le toit végétalisé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bâtiment. Et donc, on va protéger le bâtiment. On ne va surtout pas faire en sorte que la plante ou l'arbre ou l'arbuste aille gratter le bâtiment pour récupérer des minéraux. Voilà. Donc, ça ne sera jamais un système naturel, ça sera un système artificiel, mais qui rendra des services. Et donc, on est en train de faire gagnant-gagnant, biodiversité et société. Ça, c'était pour mon premier sujet de recherche. Le deuxième sujet de recherche, c'est sur les protistes dont je vous ai parlé, les protozoaires et les microalgues. Eh bien, on m'a demandé de participer à une grande expérience, un grand projet. C'est le RMQS Biodiversité. RMQS, ça veut dire Réseau de mesure de la qualité des sols.
c'est l'INRAE de Dijon et d'Orléans qui l'organise, et c'est pour faire l'inventaire de toutes, et ça c'est voulu et financé par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, et c'est l'inventaire de toute la biodiversité des sols de France. Et il y a 2200 sites dans la France métropolitaine, avec la Corse, et on va faire l'inventaire de toute la biodiversité. Et moi, on m'a demandé de faire l'inventaire de l'inventaire des protistes. Voilà. Tout ce qui est protozoaire et tout ce qui est microalgue. Voilà. Donc ça, c'est deux sujets qui sont en cours. Voilà. Mais l'objet de ma présentation ce soir, ce n'est pas les champignons microscopiques, et ce n'est pas les protistes. C'est comme je vous l'ai dit, les bactéries d'abord, et ensuite un petit peu les tardigrades. Regardez, quand on travaille sur les micro-organismes, et en particulier sur les bactéries, on utilise beaucoup d'instruments au labo. Mais il y en a un qui date, c'est un instrument classique, mais qui nous sert, qui est indispensable, c'est le microscope. Avec un microscope, on peut observer les micro-organismes. Et lorsque ce microscope est équipé pour voir autre chose que de la lumière blanche, alors c'est formidable. On peut voir une autre lumière. Mais pour avoir cette lumière, il faut avoir ce qu'on appelle des fluorochromes, c'est-à-dire des molécules qui vont s'associer à d'autres molécules dans le vivant, hein, et lorsqu'elles sont associées, elles vont produire de la fluorescence. Et en excitant cette molécule à une certaine longueur d'onde, on peut avoir une émission qu'on peut voir. Et en fonction de la longueur d'onde, on aura une couleur. Donc on peut avoir de la fluorescence bleue, de la fluorescence rouge, de la fluorescence jaune-vert, voilà. Et ça, c'est l'image que je vous montre ici. C'est une goutte d'eau de mer dans laquelle on a introduit un fluorochrome qui émet dans la couleur jaune-vert, dans la longueur d'onde qui correspond à la couleur jaune-vert. Alors on voit quoi? On voit plein de points lumineux, et la plupart des points lumineux sont des bactéries. Ici, on a un point lumineux beaucoup plus gros qui est sûrement un flagellé, c'est-à-dire un eucaryote, un protiste. Hein. Et ici, on a un chapelet de bactéries qui sont en train de se diviser, mais qui ne sont pas encore séparées. Et puis, ensuite, là l'auteur de l'article dans lequel j'ai trouvé la photo parle des virus. Donc, on a également, dans cette goutte d'eau de mer, on a aussi des virus. Effectivement, parce que les virus sont, dans l'océan, le premier moyen de réguler la population des bactéries marines. C'est les virus. Et voilà, donc quand je regarde cette préparation, ce type de préparation au microscope à fluorescence, je travaille dans le noir, dans l'obscurité, pour mieux voir la lumière. Et quand je travaille dans l'obscurité et que je regarde ça, je ne suis pas le seul, mais évidemment que je pense au ciel. Je pense à un ciel comme ça, je pense à une image de l'univers, évidemment. Donc il y a une certaine poésie à regarder au microscope. Et puis aussi parce que cette image-là, c'est une copie, un arrêt sur image d'une conférence qu'on a sur Internet de Jean-Philippe Uzan sur l'harmonie secrète de l'univers. Et donc cette image, c'est l'univers prise il y a déjà une quinzaine d'années par le télescope franco-canadien à Hawaï. Voilà. Alors donc, il y a de la poésie, mais il faut aussi revenir les pieds sur terre. Et on va revenir au sujet. C'est que quand je regarde
cette préparation d'eau de mer avec plein de points lumineux. Je sais que ce sont des bactéries. Donc, en imaginant le ciel, en voyant des bactéries, je me dis, évidemment, il y a un lien entre les bactéries et le ciel. Est-ce que les bactéries sont dans le ciel? Est-ce que les bactéries peuvent rester viables et exister pas forcément dans l'univers, mais en tout cas dans notre système solaire. Voilà. Et ça, c'est une hypothèse qui est actuelle. Vous allez le voir, c'est actuel. Voilà, donc c'est une grande question. Parce que s'interroger sur la présence de bactéries dans l'espace, c'est s'interroger sur la vie dans l'espace, la vie naturelle, pas forcément la vie humaine, la vie naturelle, et les origines de la vie. Donc ça, c'est une grande question. Et cette grande question, elle est, depuis l'Antiquité, on se pose cette question. Hein, la panspermie, c'est 500 ans avant notre ère. Voilà. Et pourtant, la panspermie, vous allez le voir, c'est une question actuelle. Alors, il y a un candidat, je dirais plutôt une candidate. C'est une bactérie qui fait rien comme tout le monde, rien comme les bactéries. Elle s'appelle Deinococcus radiodurans. Et cette bactérie-là, c'est un bon candidat pour savoir si de la vie microbienne est possible dans l'espace. Pourquoi elle est extraordinaire, cette bactérie? Déjà, elle est spéciale. Pourquoi? Moi, toutes les bactéries que je connais, vous en avez vu dans la goutte d'eau de mer, hein, bien, quand elles se divisent par scissiparité. Donc ça veut dire une cellule mère donne 2 cellules filles. Et que les cellules filles, une fois qu'elles sont formées, elles se séparent. Donc les bactéries, c'est comme ça qu'elles se reproduisent. Mais Deinococcus, elle ne fait pas ça. Regardez. Ça, c'est un septum. C'est-à-dire que la cellule précédente, elle s'est divisée une fois en 2. Et elle a créé cette séparation, qui s'appelle donc un septum. Normalement, les bactéries, après la mise en place de cette séparation, de ce septum, elle aurait dû se séparer. Mais non, elle ne s'est pas séparée. Elle a créé un deuxième septum ici et un deuxième septum ici. C'est-à-dire qu'elle est en train de se diviser et les cellules filles se divisent, mais sans se séparer. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même incroyable, il doit y avoir une réponse. Jusqu'à ce matin, j'étais en relation avec une spécialiste de Deinococcus radiodurans qui travaille à Paris-Saclay. Et je lui dis, mais moi je ne comprends pas. Comment ça se fait que les cellules ne se séparent pas? Eh bien, elle m'a dit, on n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi elles ne se séparent pas. Ça, c'est une limite des connaissances. Et moi, ce que je veux faire ce soir, très humblement et à ma façon, c'est de ne pas survendre la science, ne pas survendre, faire un état de la science, d'accord, mais pas survendre les résultats. Vous allez le voir, je ne veux rien survendre du tout. Et je pense que moi, en tout cas, je me reconnais bien dans cette façon, enfin, je me reconnaissais bien dans ce travers, c'est qu'avec les médias, avec une structuration, un fonctionnement de la science par publication, par comité de lecture, on est en train de survendre nos propres résultats ou les résultats des autres. Voilà. Et après, ça pose des problèmes parce que les résultats sont plus ou moins diffusés, en tout cas ça dépend où, et ensuite plus ou moins compris, et ensuite plus ou moins déformés. Donc ça pose un problème. Voilà, donc cette bactérie qui mesure, vous voyez, ça, elle est quand même un peu, c'est pas une petite bactérie, hein, une cellule, c'est une coque, c'est un coque plutôt, hein, CO
QE, ça mesure 2 microns. Et à l'intérieur de cette bactérie, ben, vous aviez évidemment le génome, et vous allez voir qu'elle a une autre particularité, cette bactérie. Là, on voit en microscopie à fluorescence dont je parlais tout à l'heure, la différence entre les cellules, les diplocoques, les cellules qui sont divisées qui ont déjà fait une division avec un septum, et puis les tétracoques qui ont fait un deuxième, deux autres séparations. Voilà. Et puis quand ces bactéries-là, vous les mettez sur de l'agélose nutritive, eh bien elles forment des colonies. Voilà. Et ces colonies d'Deinococcus, elles ont ceci de particulier, c'est qu'elles contiennent des pigments caroténoïdes qui leur donnent cette couleur rose. Alors, cette bactérie, elle a, donc je vous ai dit, sa première particularité, hein, c'est quelque chose de spécial, c'est qu'elle produit des cellules filles, mais les cellules filles ne se séparent pas. Hein. Alors la collègue de ce matin, elle me dit, oui, ça doit sûrement se séparer dans les conditions favorables. OK. Donc, la plupart du temps, il faut bien que la population se multiplie, donc il y a bien un moment donné où les cellules vont se séparer. La deuxième particularité de cette bactérie, c'est, regardez, c'est la taille de son enveloppe cellulaire. Elle est énorme. Normalement, une bactérie, elle a 2 couches dans l'enveloppe cellulaire, ou alors elle en a 3, et quelquefois elle en a 4. Mais là, elle en a 6. Ça veut dire que toutes ces couches, avec une grosse couche de mucoprotéines qu'on appelle des peptidoglycanes, eh bien, ça va sûrement lui donner les moyens d'être protégé par quelque chose, de quelque chose. Voilà, donc cette espèce de Deinococcus a déjà 2 particularités qui sont quand même très très différentes de tout le reste des bactéries. Et puis regardez en dessous, j'ai mis son génome. Il est déjà composé de 2 chromosomes. Les bactéries, normalement, elles n'en ont qu'un, circulaire, et qu'ils ont un mégaplasmide et des plasmides, et tout ça en 4 à 8 exemplaires. Donc ça encore, c'est particulier. Mais dans ce génome, il y a encore quelque chose de particulier. C'est qu'il y a des gènes qu'on connaît, qui sont responsables de quelque chose de fantastique. Ils sont capables de faire de la recombinaison homologue. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire de réparer des cassures dans l'ADN. Et pour cela, il leur faut simplement un brin d'ADN qui correspond à la fraction cassée. Hein. Eh bien, il faut simplement qu'il y ait un brin qui ne soit pas cassé. Voilà. Et donc, avec la quantité d'ADN et de génome que la bactérie possède, la probabilité que la même portion d'un chromosome ou d'un plasmide ait été fracturée de la même façon est vraiment nulle. Voilà. Donc cette bactérie est capable de réparer son ADN de toute façon. Voilà, donc je suis en train de vous décliner toutes les particularités de cette bactérie qui commence à... de ces particularités, il y a quand même quelque chose qui émerge, c'est qu'on se dit, elle doit être résistante. Avec une épaisseur comme ça, bon, le fait qu'elle ne sépare pas ses cellules, non, mais l'épaisseur de son enveloppe cellulaire, sa capacité de réparer l'ADN, pas mal. Regardez, lorsqu'on soumet cette bactérie à des conditions qui n'existent pas sur la Terre, les rayons gamma naturels sont arrêtés par les différentes couches de l'atmosphère. Donc, à la surface de la Terre, il n'y a jamais de rayons gamma naturels. Il y a des rayons gamma artificiels, bien sûr, parce qu'on s'en sert pour stériliser, mais pas de rayons gamma naturels. Et pourtant, cette bactérie, regardez, c'est absolument fantastique. Ça, c'est... Oh, attendez, voilà.
Ça, c'est la courbe de survie de Deinococcus radiodurans en fonction de la dose de rayons gamma. Et l'unité de mesure des rayons gamma, c'est les grès. Hein? Regardez, ça. Donc, à partir de 10 000 grès, la population de bactéries commence à décroître. Donc, il y a un effet mortifère des rayons gamma à ce moment-là. Mais regardez une autre bactérie qu'on a tous dans le microbiote intestinal, c'est E. coli, Escherichia coli. Eh bien, regardez Escherichia coli, elle ne résiste pas du tout. Mais ça, c'est normal. Hein. Dans l'évolution, tout ce qui est conservé, c'est tout ce qui a apporté un avantage sélectif. Mais un avantage sélectif par rapport à une pression sélective. Et la pression sélective, elle ne vient pas de n'importe où, elle vient de l'environnement. Et si vous avez des... Bien sûr qu'on peut dire que c'est darwinien, parce que on résiste ou on évolue en fonction de nos propres potentialités, bien sûr, mais qu'une bactérie puisse résister à quelque chose qui n'existe pas, à des doses énormes, ça c'est particulier. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Alors, par exemple, pour les rayons gamma, nous, c'est 10 grès. L'effet sur la mortalité des humains, c'est 10 grès. Et la bactérie, elle réside à 10 000 grès. Ça donne déjà une idée. Et puis regardez avec les UV. Alors les UV, ce n'est pas comme les rayons gamma. Hein. Les rayons gamma, ça passe comme les neutrons. Hein. Ça traverse tout. Hein, où il faut une épaisseur énorme de béton pour empêcher des rayons gamma de traverser. Par contre, les UV, hein, c'est uniquement en surface. Évidemment, ça ne pénètre pas. Mais par contre, il y a 3 types d'UV. Il y a les UVA, les UVB et les UVC. Les UVA et les UVB, c'est ce que c'est ce qui nous arrive. Mais les UVC, ça ne nous arrive jamais. Les UVC sont bloqués par la couche d'ozone. Donc là, on a deux pressions de l'environnement. On a les rayons gamma et les UVC qui ne sont pas sur la Terre. Donc ça n'a pas pu être une pression de sélection, ce n'est pas possible. Hein. Et même, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un potentiel de résistance à des doses comme ça. Regardez, là encore, Deinococcus résiste. Il n'y a même pas photo, hein, énormément par rapport à E. coli. Voilà. Donc, ce qui est étonnant, c'est que Deinococcus, comme je vous l'ai dit, résiste à des conditions qui ne sont pas des conditions terrestres. Alors là, les deux courbes ici, là, sont les protéines, et donc une augmentation, une accumulation de protéines, mais lorsqu'il y a des rayons ionisants ou des UV, il y a une production d'oxygène, d'espèces d'oxygène, on parle d'espèces, qui vont oxyder, en particulier les protéines. Et donc ça, c'est très très mauvais pour la cellule. Hein. Et donc ça, c'est l'augmentation, l'accumulation de protéines qui, avec l'augmentation des doses, sont de plus en plus oxydées. Et on voit donc hein, que même chez Deinococcus radiodurans, lorsque la quantité de protéines oxydées atteint un certain niveau, eh bien, la cellule meurt. Alors, une autre particularité. Voilà, donc je suis en train de décliner toutes les particularités. Là, celle-ci, c'est vraiment incroyable. Hein, c'est-à-dire, elle résiste à des conditions qui ne sont pas terrestres. Donc, c'est vraiment un candidat très sérieux. Et puis voilà, ça, c'est des cellules de Deinococcus prises au microscope électronique à balayage. Le microscope électronique à balayage a ceci de particulier qui permet de faire des images en 3D. Et regardez, alors là, on voit des diplocoques et on voit des tétraploques, des diplocoques et des tétracoques. Et ça fait des agrégats.
Donc les bactéries sont capables, en tout cas elles s'agglomèrent et ça fait des paquets. Et alors ça donnait l'idée à des chercheurs de tester l'effet de ces agrégats de bactéries. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une expérience en envoyant dans la Station spatiale internationale, c'est-à-dire à 400 km d'altitude, à peu près, des couches, dans un dispositif évidemment, hein, des couches d'Deinococcus. Là, on voit l'épaisseur. Ça, c'est une tranche. Hein. Ça, c'est toutes les cellules de Deinococcus, et ça, c'est la tranche. Et la particularité de cette expérience, c'est qu'ils n'ont pas mis des Deinococcus comme ça. Ils ont mis des Deinococcus déshydratés. Et ça, c'est encore une particularité. Cette bactérie, elle est capable de se déshydrater presque totalement. Et ça, c'est très très intéressant parce que quand vous perdez de l'eau, vous devenez extrêmement résistant à plein de choses. Si vous n'avez plus d'eau, la congélation n'a aucune implication sur votre organisme, évidemment, surtout si l'eau est remplacée par des sucres très lourds. Si vous n'avez pas d'eau, les rayons UV qui ne rentrent pas, ils ne vont pas avoir un liant dans la cellule, l'eau. Voilà. Donc, lorsque des cellules ou des animaux, on va le voir avec tardigrade, sont déshydratés, eh bien, ils ont beaucoup plus de chances de résister à des pressions de l'environnement. Donc voilà, donc on a les chercheurs, ils ont pris ces paquets de Deinococcus et puis ils ont fait des couches, 500 microns, 1000 microns, 1 millimètre, 1 millimètre,5 de couches de bactéries. Et puis ces couches-là, ils les ont mis à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Évidemment, ce n'est pas eux qui les ont mis à l'extérieur, ce sont l'équipage de la Station spatiale qui l'ont mis dans un module à l'extérieur, pendant de 1 à 3 ans d'exposition continue. Et le résultat que je vais vous montrer, dont je vais vous parler, c'est les résultats au bout de 3 ans d'exposition. 3 ans d'exposition aux conditions de vide spatial. Et la première, c'est ce que j'ai lu, parce que je ne suis pas particulièrement spécialiste, hein, mais la première pression qui existe au niveau en basse orbite, en orbite basse, hein, c'est-à-dire à 400 km d'altitude, ce n'est pas les rayons gamma, c'est les UV. Parce que les UV sont au-dessus de la couche d'ozone. Donc c'est ça qui va avoir un effet sur les bactéries. Et regardez, alors avant, je dois quand même vous dire qu'ils ont fait 2 contrôles. Vous savez, en science, en science expérimentale, on fait toujours des témoins, un contrôle. C'est-à-dire la même chose, le même dispositif expérimental sans un facteur. Et là, c'est exactement ça. Ils ont mis des bactéries comme ça, hein, des couches de bactéries déshydratées dans un dessiccateur au sol. Donc la différence entre les deux, c'est la position à 400 km. C'est la relation avec les UV. Hein. Et puis ils ont fait exactement la même chose ici aussi, un deuxième témoin, deuxième contrôle, mais pas sur la Terre, dans la cabine de la Station spatiale internationale. Et le problème avec travailler dans la Station spatiale internationale, c'est pas comme travailler dans un labo. C'est autre chose. Et donc, d'abord, c'est pas vous qui manipulez. Et en plus, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes dispositifs. Alors donc, ils n'ont pas utilisé les mêmes dispositifs. Ici, ça, c'est dans un dessiccateur. Ici, c'est dans des sacs plastiques. Et dans les sacs plastiques, ils ont mis un système pour garder
l'atmosphère du sac le plus sec possible. Parce que les cellules sont déshydratées. Voilà. Alors, quels sont les résultats? Bien, les résultats, c'est ça. Donc, 500 microns d'épaisseur, 1 mm ou 1 mm 5. Bien, regardez la courbe en bleu clair. La survie des bactéries augmente. C'est-à-dire, plus il y a, enfin pas plus, à partir de 500 microns, il y a le taux de survie n'est pas comme à T0, mais il est quand même important. Et comment les auteurs ont expliqué ça? Eh bien, ils ont expliqué que Deinococcus, qui est extrêmement résistant, on l'a vu, hein, eh bien, toutes les cellules, sur 3 ans, hein, toutes les cellules qui étaient au-dessus sont mortes, mais ont protégé toutes les cellules qui étaient en dessous. Donc le taux de survie, ce n'est pas par rapport au nombre de cellules, c'est par rapport à la survie des cellules en dessous. Vous voyez? Donc elle a quelque chose d'humain, cette bactérie, c'est qu'elle se fait protéger. Elle se fait protéger par les autres. Et c'est grâce aux autres qu'elle résiste. Voilà. Donc, tout à l'heure, on était en train de monter en puissance dans la direction d'un candidat à la vie dans l'espace, et puis maintenant, on est en train de redescendre. Et c'est ça aussi, le fait de ne pas survendre les résultats. Hein. Alors, il y a quand même quelque chose d'incroyable dans ces résultats. Est-ce que vous le voyez? Alors, je ne veux pas vous faire la leçon, parce que moi, je l'ai vu avant vous. Et avant vous, j'ai eu le temps de réfléchir. C'est normal. Regardez ça. J'ai réfléchi, et les auteurs m'ont amené à réfléchir aussi. Regardez ça. Ça, c'est pas normal. Là, elle perd de la quantité de survie, là. Et pourtant, elle est dans le contrôle. Elle est dans le témoin. Et regardez le témoin dans la cabine de la Station spatiale internationale et le témoin au sol. Il ne se passe pas la même chose. Alors, l'hypothèse des auteurs de l'article, c'est dire, ah oui, mais là, il doit y avoir un problème, parce que les bactéries déshydratées se trouvent dans des sacs, et dans ces sacs, il doit y avoir une humidité résiduelle, et c'est cette humidité résiduelle qui doit réhydrater, qui a dû réhydrater une partie des bactéries, et ces bactéries-là, réhydratées, ne pouvaient plus résister sur 3 ans. Parce que tout à l'heure, on a vu la résistance aux UVC sur une période, mais après, il faut voir sur quelle période. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils expliquent que... mais c'est une hypothèse. Après, en science, les hypothèses, il faut les vérifier. Il faut les explorer. Et donc maintenant, ça c'est un article de 2020, et maintenant c'est à eux de chercher le pourquoi. Alors là, ça c'est très intéressant. Cet article, pour moi, est très intéressant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il montre des problèmes. Il montre des résultats intéressants, mais il montre aussi des problèmes. Et ce mode de fonctionnement de la science, qui cherche à faire publier des résultats à tout prix. Si vous ne publiez pas, vous n'avez pas de carrière. Publiez. Et puis, vous publiez que ce qui marche. Vous ne publiez pas tout ce que vous avez. Bien sûr, on ne peut pas imaginer publier toutes les expériences qui n'ont pas marché, parce que ça prendrait trop de place. Mais on pourrait avoir un moyen de les mettre quelque part à disposition de tout le monde. Donc, la science, c'est un travail, mais aussi ça fonctionne, ça marche et ça ne marche pas. On a des résultats qu'on comprend et des résultats qu'on ne comprend pas. Ça, c'est la science. Et il faut pas, c'est justement dans ma volonté de ne pas survendre les résultats de la science. Et quand je vous ai dit que c'était que la panspermie, ou en tout cas la possibilité de microbes de voyager dans l'espace, est un sujet actuel, regardez ce que disent ces auteurs à la fin, c'est-à-dire dans leurs conclusions.
J'ai mis la phrase entre guillemets et puis la traduction. Regardez. Ils disent que les résultats confirment la possibilité que des agrégats microbiens, ces petites pellettes, ces boulettes, puissent servir de vecteurs pour transférer les microbes entre les planètes en quelques années. 3 ans. Et ils pensent même 6 ans, ça pourrait marcher. Donc c'est ça. C'est pas ce que je vous dis là, c'est pas une construction qui viendrait de mon esprit. Non, c'est des auteurs qui le disent clairement dans leur article. Et leur article a été soumis à un comité de lecture. Ça veut dire que les pairs considèrent que ce genre d'hypothèse et carrément d'affirmation ait un intérêt. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des microbes dans l'espace? Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est vraiment un questionnement actuel et je l'ai vu dans d'autres articles. Alors, je voulais parler de Deinococcus, mais rassurez-vous, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule bactérie à résister à quelque chose. Elle est extraordinaire, comme je vous l'ai dit, elle a des particularités qui existent pas chez les autres bactéries, mais par contre, il y a d'autres bactéries qui sont aussi capables de résister. Il y en a une, c'est un bacille, Bacillus subtilis. Il y en a plein dans le sol. C'est pas un alien, il y en a plein dans le sol. Bacillus subtilis, il a quelque chose de particulier. Alors, Deinococcus résiste sans rien faire. Elle ne se met pas en résistance, dans une forme de résistance. Bacillus subtilis, oui. Regardez, ça c'est une endospore, c'est marqué. L'endospore, c'est la cellule qui se transforme à l'intérieur de la cellule pour faire une structure dormante de résistance. C'est une spore, et à l'intérieur, on appelle ça une endospore. Et donc ça, c'est hyper résistant. Et c'est pour ça que Bacillus subtilis, on l'a retrouvé viable après 1 an et demi d'exposition à l'extérieur d'un module sur la Station spatiale internationale. 1 an et demi, c'est moins que 3 ans. Bon. Mais donc, c'est toujours une information supplémentaire. Donc, on dit, voilà, il y a une bactérie Deinococcus, mais il y a également un Bacillus subtilis qui est capable également de résister aux conditions du vide spatial. Et puis, dans cette station spatiale internationale, depuis qu'elle a été mise en place en 1998, commencé d'assembler en 1998. Il y a 400 tonnes à assembler, ils ont mis un certain temps, et puis il faut y aller, et ils ont mis un certain temps avant de l'assembler totalement, évidemment. Et depuis que c'est assemblé, ils n'arrêtent pas de faire des projets pour tester quoi? Exactement ce dont on vient de parler. Il y a plein de projets, on les voit à gauche. Ensuite, on voit les responsables d'équipes, de projets. On voit également leur affiliation, c'est-à-dire les établissements. Et puis, on voit la liste des micro-organismes testés. Et tous ces gens qui font tous ces projets dans la Station spatiale internationale depuis 20 ans, un peu moins de 20 ans, 15 ans, eh bien, ils essayent de faire quoi? Ils essayent de sortir un peu de Deinococcus. Parce que Deinococcus, voilà, c'est la star. Mais non, donc ils essayent de montrer qu'il y a d'autres micro-organismes qui sont capables peut-être de résister aux conditions de vide spatial et même aux conditions restituées de la planète Mars. Voilà. Donc, moi, ce dont je vais vous parler, c'est ça. C'est Biomex. Biomex, c'est un projet qui a été financé par la NASA, je crois. Et ce Biomex, se décline en plusieurs expériences qui correspondent aux tests de différents micro-organismes. Alors, là, on a 3 espèces, et même 3 genres et 3 espèces de cyanobactéries.
ils ont testé la résistance au vide spatial de bactéries qui font la photosynthèse. Comme si elles pouvaient faire la photosynthèse en dehors de la Terre. La photosynthèse, vous savez, il y a deux types de photosynthèse. Il y a la photosynthèse oxygénique et la photosynthèse anoxygénique. Hein, il y a une photosynthèse qui produit de l'oxygène et une photosynthèse qui ne produit pas d'oxygène. Et donc, ça, ces cyanobactéries, ce sont des cyanobactéries qui font la photosynthèse oxygénique. Donc, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Donc, sinon, c'est simplement pour vérifier la résistance d'un micro-organisme à quelque chose. Mais sinon, dans l'espace, par rapport à la question de départ que j'ai posée, que je vous ai proposée, ça n'a aucun sens. Ensuite, on a un Cryomyces antarcticus. Antarcticus, évidemment, on l'a isolé dans l'Antarctique. C'est un champignon qui a une particularité. Eh bien, il fait comme cette cyanobactérie-là, il se développe dans les roches. Cette cyanobactérie-là, elle fait la photosynthèse sur Terre. Hein. Elle fait la photosynthèse dans des roches translucides, dans du quartz. Elle fait la photosynthèse dans du quartz. Et ce champignon-là, il se développe, donc il a un pigment, il est noir, une mélanine, il a un pigment, il se développe dans les roches sur Terre. Voilà. Et ensuite, donc, je vais continuer. Ça, c'est un bacille, c'est comme Bacillus subtilis, c'est la même chose, il fait des endospores. Ça, c'est une microalgue eucaryote qui pousse, qui se développe dans la neige. Alors, la particularité, enfin, l'aspect commun de tous ces micro-organismes, c'est que des micro-organismes qui se développent dans des conditions pas forcément extrêmes, mais dans des conditions difficiles. Ensuite, on a des lichens. Là, on a une archée, c'est la seule archée. Méthanosarcina, c'est une archée qui produit du méthane. Pourquoi produire du méthane dans l'espace? Ça n'a pas beaucoup de sens non plus, c'est simplement pour tester un micro-organisme. Et puis on a, ça c'est pas un micro-organisme, c'est une bryophyte, c'est-à-dire une mousse pionnière. Voilà. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas que les micro-organismes qui sont testés. Mais ce qui c'est le résultat de tout ça, il y a deux choses. Il y a la première en haut, première cyanobactérie, c'est la championne. Elle a résisté 1 an et demi, presque 1 an et demi, aux radiations en dehors de la station spatiale. Et quand on l'a rapportée sur Terre, elle avait une activité métabolique et un développement, une multiplication comme à T0. Ça veut dire que ce passage dans les conditions extraterrestres ne l'avait pas affectée. Elle, c'est la championne. Mais bon, allez, je vous ai dit, ça n'a pas beaucoup de sens, hein, parce qu'elle fait de la photosynthèse oxygénique, ça n'a pas beaucoup de sens. Bref, et ce champignon-là, par contre, Cryomyces, il a été quand même plus ou moins affecté. Ça veut dire que l'activité métabolique n'était pas à T0, n'était pas comme à T0, et sa croissance non plus. Donc il a été quand même affecté par les radiations. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de projets qui sont menés pour tester la résistance des micro-organismes dans des conditions extraterrestres. Et pour le moment, on en a un micro-organisme, c'est une bactérie qui s'appelle Deinococcus. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vous parle des bactéries, des microbes dans l'espace. C'est des microbes que l'homme, enfin que les scientifiques ont apportés volontairement dans l'espace, hein, et qu'ils ont mis à l'extérieur pour les tester. Hein. Donc les microbes dans l'espace, c'est une petite pirouette, mais ils sont bien dans l'espace, mais c'est l'homme qui les a apportés. Et puis il y a une quantité de micro-organismes qu'on ne soupçonne pas, en tout cas le grand public ne soupçonne pas, c'est tous les micro-organismes que les
hommes n'ont pas voulu apporter, et qui sont venus quand même. Et comment on le sait? Eh bien, on le sait en regardant les micro-organismes qu'on trouve dans la station spatiale, dans l'air et dans les surfaces. Et regardez, j'ai séparé en deux parties les taxons. Alors ça, c'est les totales, c'est-à-dire on prend tout. Hein, c'est-à-dire, lorsque vous faites un séquençage, lorsque vous séquencez des fragments de gènes amplifiés, qu'est-ce que vous faites? Vous séquencez de l'ADN, mais vous ne savez pas s'ils sont viables, s'ils sont vivants ou pas. La seule façon de vérifier si des micro-organismes sont vivants, c'est de les cultiver. Aussi, on a des moyens de vérifier avec l'ATP. Ben, bref, le meilleur moyen, c'est de les cultiver, c'est-à-dire sur de la gélose, comme tout à l'heure avec des Inococcus, hein, pour avoir des colonies. Et donc ça, c'est les taxons qui ont été mis en évidence après les avoir cultivés sur de la gélose. Donc on a une diversité de bactéries totale et une diversité de bactéries viables. Et ça, c'est de l'autre côté, ça, c'est dans les salles blanches des laboratoires de Californie, à terre. C'est là où les gens, les scientifiques, les scientifiques, ils ne sont pas forcément scientifiques, c'est des opérateurs qui travaillent en blouse et en équipement complètement couvert. Et normalement, les salles blanches, c'est des salles qui sont stérilisées. Ça, c'est incroyable, hein? Dans des salles stérilisées dans lesquelles les gens, il y a une cinquantaine de personnes, d'après ce que j'ai lu, qui travaillent quotidiennement dans ces salles blanches pour assembler un certain nombre de choses qui iront dans la station spatiale. Et normalement, ils travaillent dans des conditions hyper sécurisées du point de vue des microbes. Et regardez la quantité de micro-organismes, la diversité des taxons, parce que ça, c'est des taxons qui se trouvent viables et pas viables, qui se trouvent dans les salles blanches. Et alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous devez, qui saute aux yeux, eh bien, c'est que les taxons qui dominent ici, ce ne sont pas les mêmes qui dominent dans la cabine de la station spatiale. C'est pas mal, ça, hein? Les taxons qui sont dominants dans les salles blanches à terre ne sont pas les mêmes que les taxons qui sont dominants dans la cabine de la Station spatiale internationale. Comment on explique ça? Et surtout que, regardez, là, je vous ai dit, les opérateurs, ils sont couverts. Hein, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Là, les conditions de stérilité sont très très sévères. Et pourtant, il y a énormément de micro-organismes. Et dans la station spatiale, idem, mais quand on regarde quels sont les taxons qui dominent, alors là, c'est un petit problème, parce que quand on fait du séquençage, on s'intéresse à des grands groupes. Hein. Là, c'est des classes. Mais les actinobactéries qu'on trouve, il y en a plein dans le sol. Les actinobactéries, ça dégrade les fibres, hein, la végétation. Il y en a plein dans le sol, mais il y en a plein aussi ici, des actinobactéries. On a plein d'actinobactéries dans notre microbiote cutané. Et alors, quand on regarde la photo, de l'équipage, ça remonte, hein, c'est 2017. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Thomas Pesquet tranquille, tout le monde n'a rien sur la tête, ils n'ont même rien ici, ils sont en manche courte, et donc ce n'est pas surprenant que les bactéries, il y a aussi des champignons, hein, et des bactéries du microbiote cutané se retrouvent dans l'air, évidemment, et qui après ça va se retrouver sur les surfaces. Donc ce n'est pas surprenant qu'on retrouve des actinobactéries en masse dans la cabine de la Station spatiale internationale. Alors je vais ouvrir une parenthèse. Et je vais sortir un peu du sujet, mais rapidement. Regardez, moi je travaille à Paris, mais j'habite en Allemagne, j'habite à Cologne.
Et d'ailleurs, la première chose que j'ai faite quand je savais que j'allais venir au festival de Florence, c'est de voir, parce que je savais qu'il y avait une ville dans le Gers qui s'appelait Cologne, c'est de regarder la distance entre Florence et cette ville, ou ce village de Cologne. Voilà. Et il faut absolument que j'y passe, parce qu'il faut que je fasse une photo, que j'envoie ça à mes copains de Cologne. Voilà. Donc, moi, j'habite Cologne. Et je vote à l'Institut français de Cologne. Mais Thomas Pesquet, qui travaille à l'Agence spatiale européenne, dont le siège est à Cologne, eh bien, c'est un Français qui travaille à l'étranger, qui travaille en Allemagne, à Cologne, et qui vote à l'Institut français. Donc, on vote au même endroit. Et quand je suis allé en 2017, c'est pour ça que j'ai montré la photo tout à l'heure de 2017, hein, quand il était dans la cabine. J'arrive je suis dans la file d'attente et de l'Institut français avant de voter, et mon copain qui fait voter vient là, c'est Cyril, il me dit « Est-ce que tu sais qui était 10 minutes avant toi ?» Et donc je dis évidemment non. Et après il me montre la photo. Et donc c'était Thomas Pesquet qui était passé 10 minutes avant pour voter, mais c'est pas ça qui est extraordinaire. Il est même plus extraordinaire que Deinococcus, Thomas Pesquet. Parce que qu'il soit compétent en matière scientifique, c'est pas la question. Mais quand vous avez passé 6 mois dans la station spatiale internationale et que vous redescendez sur Terre, et que la première chose que vous faites lorsque vous êtes capable de vous déplacer, etc., c'est de venir voter pour les législatives. Voilà. Et donc je trouve que là, il y a une conscience civique extraordinaire. Donc ce type-là, je trouve que c'est un exemple pour montrer qu'il est vraiment extra. Voilà. Alors, maintenant, je ferme la parenthèse et je vais vous dire quelque chose. C'est que on a dit qu'il y a tout un tas de bactéries qui doivent sortir du microbiote cutané de l'équipage, des équipages, parce que là, on en a vu 5 ou 6. Maintenant, je crois qu'ils sont 7. D'après ce que j'ai lu, ils sont 7. Au début, ils étaient 2, je crois, et etc. Ils sont jusqu'à 7. Mais depuis le début, donc depuis l'utilisation de la station spatiale, jusqu'à 2021, il y avait 251 personnes qui avaient passé 6 mois dans la station spatiale. S'ils ont tous passé 6 mois, 250 personnes, sans rien sur la tête et en manche courte, ça c'est sûr que des bactéries de microbiote cutané, il doit y en avoir. Et alors ils ont mis des filtres qui sont dans lesquels on recherche les bactéries de manière régulière. Et c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Eh bien parce que il y a un risque pour les gens qui passent du temps, 6 mois, dans la station spatiale, c'est de tomber malade. Vous n'allez pas appeler SOS médecin. Et donc, il faut vraiment faire tout pour que les équipages ne soient pas... Il faut diminuer les risques, et en particulier les risques de pathogènes, évidemment. Voilà. Et donc, ils mettent des filtres pour filtrer l'air de la cabine, et puis régulièrement, ils font des tests. Et ils ont fait un test. Et le filtre qui a été testé avait été resté 3 ans aussi. 3 ans. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé cette bactérie-là. C'est une bactérie qui est un bacillus, un solibacillus, mais c'est une bactérie qui fait des endospores, comme Bacillus subtilis. Le problème, c'est que cette bactérie, on ne la connaît pas sur Terre. On ne l'a jamais décrite sur Terre. Et donc la question est de savoir, mais d'où elle vient? Est-ce qu'elle vient de l'espace? Ça, c'est la question que les médias posaient.
Premièrement, est-ce que cette espèce vient de l'espace ou est-ce que cette espèce a muté dans la station? Alors, cette espèce-là, la réponse est rapide. Hein. Cette espèce-là, elle est aérobie. Ça veut dire que elle se développe en conditions, en présence d'oxygène. Donc, elle est forcément issue de la Terre. Forcément, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Alors ensuite, pour expliquer que cette espèce soit mutée, mais non, une mutation n'a jamais créé une espèce. Elle crée une nouvelle fonction, si jamais elle en crée, mais elle ne crée pas une nouvelle espèce. Voilà. Donc, cette espèce-là, on en a décrit 3 autres. Et depuis très peu, hein, depuis 1999. Voilà. Il y a 3 autres espèces de Solibacillus, et ces espèces de Solibacillus, on les a décrites, isolées et décrites dans des sols. Donc il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc, je vous ai dit, les bactéries, elles sont apportées par les hommes dans l'espace, soit volontairement pour les tester, soit involontairement. Mais il y a aussi la possibilité d'apporter quelque chose, de transporter quelque chose accidentellement. Et c'est ce qui s'est passé, pas avec une bactérie, mais avec un tardigrade. Les tardigrades, c'est ça. Tardigrade, c'est un cousin des nématodes. C'est un animal microscopique qui est segmenté. Alors, il a un système nerveux rudimentaire, il a un tube digestif rudimentaire aussi, très simple. Et il est divisé entre mâles et femelles, il y a des ovules, il y a des spermatozoïdes, hein, il y a une reproduction. Donc, ça mesure moins d'1 millimètre. Hein. Et ce tardigrade-là, donc il a certains spécimens ont des yeux, mais d'autres n'en ont pas. Ils ont des appendices sensoriels, et puis également, ils ont des griffes. Voilà. Hein. Et dans chaque segment, il y a 2 paires de pattes. Donc il y a 4 paires de pattes, mais ce ne sont pas des pattes articulées, donc ce ne sont pas des arthropodes. C'est ce qu'on a appelé avant des panarthropodes. Voilà. Et ça, c'est une autre photo où on voit mieux des griffes. Et cette photo est colorisée. Alors ça, c'est la trompe. Voilà. Et puis il y a un anus ici. Voilà. Et regardez, ce tardigrade, eh bien, il est capable de faire comme des Deinococcus. Il est capable de résister à la déshydratation. Il peut perdre plus de 95% de l'eau de son organisme. Et il remplace l'eau par du sucre, le tréhalose. Et donc, quand il est sous forme de cryptobiose, comme ça, thune en anglais, eh bien, on voit plus que, il est complètement déformé, on ne voit plus que le bout des griffes. Ce ne sont pas des griffes rétractiles, hein, c'est des griffes qui ne sont pas rétractiles. Voilà. Donc, on voit juste le bout des griffes. Voilà. Donc, ça, c'est la cryptobiose. Et en 2007, il y a eu un concours lancé par une fondation américaine, californienne, X-Prize, qui avait proposé à des candidats d'aller sur la Lune, d'envoyer une sonde sur la Lune, de déposer à la surface de la Lune un robot, que ce robot fasse 500 mètres et envoie des informations à la Terre. Ça, c'était les directives du concours. Et il n'y a aucune équipe qui a été capable de satisfaire à toutes ces contraintes. Donc, le concours a été annulé. C'était en 2015, a été reporté en 2018. Mais en 2018, il y a une équipe qui a dit non, non, nous, on veut y aller quand même. Même si on n'est pas lauréat, on y va quand même. Et ça, c'est des Israéliens qui ont fait ça. Ils ont envoyé une sonde qui s'appelle Bereshit, ça veut dire Genèse en hébreu. Et cette sonde-là, au moment d'allunir, il y a les moteurs de propulsion qui étaient plus
qu'on ne pouvait plus régler depuis la Terre. Donc, ils étaient incapables de faire redémarrer les moteurs. Et puis, ces moteurs ont redémarré. Mais ils ont redémarré trop tard. Ça veut dire que la vitesse de la sonde était trop importante pour la propulsion qui avait été remise en marche. Et donc, la sonde s'est écrasée sur la Lune. Et on a une photo, là, d'un satellite de la Lune, américain de la Lune, qui a photographié le lieu d'impact. Et la question des médias, c'est dire, est-ce que les tardigrades qui ont été éparpillés à l'endroit du crash, est-ce que ces tardigrades sont vivants et est-ce qu'ils ont colonisé la Lune? Voilà. Et donc ça, pour moi, je termine vite fait, pour moi, ça c'est impossible parce que les tardigrades, ça aussi, c'est pas survendre les résultats de la science. Les tardigrades sont capables de résister à plein de choses, mais très peu de temps. Et pas forcément plein de choses, ça dépend des espèces. Et par exemple, ils sont capables de résister à 150 degrés, mais pendant quelques minutes. Même pas un temps long. Voilà. Et juste pour terminer, vite fait, je passe maintenant à l'utilisation. Quel est l'intérêt d'utiliser les micro-organismes pour faire quoi dans l'espace? Pour faire des voyages au long cours dont a parlé Bruno. Les voyages au long cours, c'est dans une fusée et aller visiter d'autres planètes, et en particulier Mars. Et donc, on est en train de... L'Agence spatiale européenne travaille depuis 1989 à Barcelone. Ils ont des labos à Barcelone qui étudient comment faire pour envoyer des équipages dans des voyages au long cours, en particulier vers Mars. Pourquoi? Parce que par équipage, il faut 1 kg d'eau, 1 kg de nourriture, 1 kg d'oxygène, par personne et par jour. Et donc c'est impossible d'envoyer ça dans une fusée pour faire 400 jours aller-retour vers Mars. Ça ne marche pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Eh bien, ils ont voulu utiliser l'écosystème. L'écosystème dont je vous ai parlé au début. L'écosystème, c'est ça. Vous avez un écosystème dans les milieux aquatiques, que ce soit dans la masse d'eau ou dans autour des sources hydrothermales et dans les milieux terrestres. Eh bien, l'écosystème, ça tourne. Il faut qu'il y ait un producteur primaire et un décomposeur. Et c'est comme ça que ça marche. Si vous n'avez pas un producteur primaire et un décomposeur, ça ne marche pas. Et vous voyez que pour les milieux aquatiques, je ne parle pas des sources hydrothermales qui sont un peu particulières, mais dans les milieux aquatiques, qu'ils soient marines ou lacustres ou d'eau douce, eh bien, les producteurs primaires, c'est des micro-organismes, les décomposeurs, c'est des micro-organismes. Ce sont des micro-organismes. Voilà. Donc, les chercheurs du projet Mélissa, ils veulent utiliser les micro-organismes pour tout faire. Produire de la biomasse, recycler la biomasse, produire de l'eau, produire de l'oxygène, piéger le CO2. Ça, c'est un écosystème fermé et ouvert. Cet écosystème, il est fermé parce qu'il y a un bouchon, il est ouvert parce que les photons de la lumière passent à travers le verre. Et donc, il y a la photosynthèse à l'intérieur. Cet écosystème fermé, il est chez moi. C'est ma femme qui l'a fait, mon épouse qui l'a mis en place en mars 2020, au moment où on était confinés. Elle a confiné un écosystème. Et donc, regardez, ça, c'est la photo qu'elle a prise en 2023, juste avant que je vienne. Je lui ai demandé de faire la photo parce qu'elle est meilleure que moi en photo. Et donc, ça, vous voyez que ça, c'est un écosystème. Vous allez dire, ok, bravo, super, c'est un écosystème. Mais moi, si je ne vous montre pas l'écosystème à T0, j'aurais survendu l'écosystème. Regardez la photo de 2003. Et bien maintenant, vous allez regarder l'écosystème à T0. C'est pas la même chose. Hein. Le bocal n'est pas rempli comme maintenant, et il y a beaucoup plus de plantes qui se développaient à T0.
Et vous voyez, donc, on peut parler d'écosystème, mais ça dépend de quoi. Et donc, l'écosystème de 2023 dans le terrarium, c'est un écosystème au ralenti. C'est comme un écosystème où on a de la tourbe. C'est exactement la même chose. Hein, donc, c'est un écosystème qui fonctionne au ralenti. Donc, ce n'est pas parce qu'on crée un écosystème fermé ou peut-être ouvert pour les photons ou pour avoir des photons artificiels, des lumières artificielles. Eh bien, ça dépend de quel écosystème on parle. Je termine. Voilà. Ah donc, ça, c'est ce que veulent faire pour envoyer des équipages sur Mars. C'est ce que le projet MELISA préconise. C'est un système circulaire qui comprend 5 compartiments. Et c'est ça, je suis en train d'expliquer ce que Bruno disait en introduction. Ça sert à ça d'utiliser les micro-organismes. Le compartiment numéro 5, c'est le compartiment de l'équipage. Eh bien, tous les déchets du compartiment de l'équipage, c'est-à-dire les matières fécales et les plantes mortes, eh bien, sont dans le compartiment 1, envoyés dans le compartiment 1. Et dans le compartiment 1, le rôle, c'est de décomposer cette matière organique. Et pour la décomposer, vous savez ce qu'il prévoit, eh bien, d'utiliser le microbiote intestinal de l'équipage. Donc c'est le microbiote intestinal de l'équipage qui va par fermentation, ça veut dire, dans le côlon, il n'y a pas d'oxygène. Hein. Donc si vous voulez faire développer des bactéries qui sont dans le côlon, il faut que ça soit en condition anaérobie. Donc c'est en condition anaérobie. Et là, ils vont changer un petit peu les choses, parce que nous, c'est 37 degrés. Là, ils vont monter jusqu'à 55 degrés pour obtenir 70% de décomposition des protéines et 44% de décomposition des fibres. Donc, la décomposition, elle n'est pas à 100%. Hein. Donc, c'est pour avoir le meilleur rendement de la décomposition. Et donc, les acides gras volatiles et les minéraux vont arriver dans le compartiment numéro 2 et le CO2 va arriver dans le compartiment numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a dans le compartiment numéro 2 ? Eh bien, il y a une bactérie particulière qui s'appelle Rhodospirillum et qui, lorsque elle est en condition anaérobie, elle produit un pigment qui lui permet de faire la photosynthèse en condition anaérobie, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Dans la fusée, on va lui demander de faire ça, la minéralisation. Et là, elle va se décolorer parce qu'elle va perdre son pigment, elle ne va pas faire la photosynthèse, elle va faire comme tous les hétérotrophes, elle va minéraliser. Et on va minéraliser quoi ? En particulier l'azote, et elle va produire de l'ammonium. Et cet ammonium-là, il va alimenter le compartiment numéro 3. L'ammonium, c'est la source d'azote qui va arriver dans le compartiment où 2 bactéries vont faire la nitrification. Vont transformer l'ammonium en, d'abord, nitrosomonase. Ça, c'est nitrosomonase qui va transformer l'ammonium en nitrite. Puis, nitrobactère qui va transformer les nitrites en nitrates. Et ces nitrates, ensuite, vont aller dans le compartiment 4. Et là, dans le compartiment 4, il y a une cyanobactérie et il y a des plantes. Donc, l'oxygène, la biomasse et l'eau vont être produits par ce compartiment numéro 4 avec la photosynthèse. Et l'Arthrospira, eh bien, c'est une cyanobactérie filamenteuse, bien verte, hein, et c'est elle qui fait la spiruline, hein, parce qu'elle produit, avec la photosynthèse, elle produit plein de protéines. 70% de protéines par rapport à son poids, et donc à sa masse.
Et donc cette bactérie Arthrospira, elle est un candidat extrêmement intéressant pour produire de la biomasse, mais pas que de la biomasse riche en protéines. Voilà. Donc ensuite, l'eau, parce que ça évapotranspire. Il l'a dit, Marc Dufumier, hein, ça évapotranspire les plantes. Hein. Même les cyanobactéries évapotranspirent. Eh bien, mais d'une autre manière. Donc, l'eau, l'oxygène, la biomasse et l'eau vont dans le compartiment numéro 5. Et dans le compartiment numéro 5, comme je vous l'ai dit, la matière fécale et les plantes mortes retournent dans le compartiment numéro 1 pour être fermentées, alors que les urines vont aller dans le compartiment numéro 3. Pour les urines, il y a de l'urée. L'urée, c'est de l'azote organique qui va être minéralisé en ammonium, et donc c'est une source d'azote. Voilà. Encore pour la nitrification. Et voilà, je vous remercie.